RH et en conseil en recrutement. Hein, le conseil en recrutement reste quand même notre activité de prédilection et l'activité la plus importante. On réalise à peu près 150 missions de recrutement par an à l'échelon régional et 2 implantations de différents sites. On intervient pour des entreprises de tailles diverses et variées. Hein, on a tendance à dire qu'à partir du moment où on commence à être deux, on commence à avoir des problématiques RH, et puis on va jusqu'à des groupes d'effectifs très importants, et dans tout secteur d'activité, puisque notre empreinte est essentiellement une empreinte locale. Hein, donc on va travailler autour de nos sites d'implantation dans un rayon de 100 à 150 km autour de nos sites, principalement à 90% de nos missions. On est 16 collaborateurs en tout, hein, et on est implanté donc sur 6 sites, hein, 3 étant le siège social de l'activité. On a deux agences, 2 bureaux annexes à Bar-sur-Aube et à Romilly pour couvrir le département. Et puis on a des agences sur départements limitrophes et un peu plus loin, à Reims, à Metz et à Saint-Florentin pour la Bourgogne, site qui a été créé, qui a été développé en plein Covid. Voilà, donc nos métiers à proprement parler. Donc, pourquoi notre nom est aussi long, accompagnement, conseil et stratégie? Parce qu'en fait, ça résume un peu l'ensemble des métiers sur lesquels on intervient. Alors, l'accompagnement est principalement centré sur la démarche d'accompagnement individuel. Hein, donc, la prestation phare, c'est le bilan compétences. On fait des bilans compétences depuis notre création et on a un gros volume de demandes sur l'activité de bilan compétences. On fait également du coaching, hein, principalement pour des cadres ou dirigeants et essentiellement ciblés sur des problématiques de confiance en soi, de positionnement managérial. Donc, c'est essentiellement cette démarche-là. On intervient également dans le cadre de procédures d'outplacement ou de cellules classement à titre collectif. Et puis, le coaching se fait à titre individuel, mais il peut se faire également à titre collectif, et c'est ce qu'on va appeler les démarches de cohésion d'équipe, hein, sur lesquelles on intervient également. Alors, sur la partie conseil, donc c'est essentiellement ciblé sur la partie recrutement, sachant qu'on intervient vraiment sur des phases très diverses et variées sur la partie recrutement, que ce soit autant sur l'étude potentielle d'un candidat, sur de l'aide au recrutement quand une entreprise a une habitude sur un mode de fonctionnement particulier de recrutement. Donc, on s'adapte un petit peu en fonction de chacun. Et sur la partie stratégie, donc la stratégie est un peu plus large. Donc, c'est du conseil en RH, conseil en RH externalisé, hein, donc souvent sur des problématiques particulières, et notamment la partie médiation, hein, la partie résolution de conflits, qui vient sur cette partie stratégie et qui effectivement est on va dire, une matière qui commence à être fortement demandée, et je vais vous en parler après dans un deuxième temps. Il y a un contexte juridique aussi qui fait qu'à un moment donné, la médiation sera au centre des discussions sur les thématiques RH. Voilà, donc je vous le disais, on a une agence de travail temporaire qui s'appelle ACS Intérim, qui n'est pas dans nos locaux parce qu'on n'a plus assez de place. Donc voilà, on a des locaux qui sont annexes. Voilà, on est labellisé, on est parti dans une démarche RSE, et on voulait officialiser un petit peu les choses dans un engagement en fait qui est un peu le scellement de la culture de notre entreprise. Et on est parti dans une démarche ISO 26000 avec une labellisation Lucie, voilà, qui est une démarche très intéressante à faire, et je pense qu'on aura l'occasion aussi, dans le cadre des démarches RSE, de pouvoir en reparler par rapport à ça. Et je suis à votre disposition si vous voulez parler de ce sujet ô combien intéressant qu'est la RSE à vivre au quotidien. On est Calliope, comme beaucoup d'organismes de formation qui nécessitent les fonds publics, et donc du coup, on a cette certification Calliope, et puis on est adhérent et animateur sur la charte de la diversité en entreprise qui nous tient fortement à cœur, puisque la diversité est source de richesse, hein, on le sait, dans pas mal de domaines, et notamment en entreprise, et notamment sur les problématiques en lien avec le recrutement et la gestion d'effectifs. La diversité est indispensable. Voilà un petit peu pour une présentation sommaire de notre cabinet. Alors, j'ai la chance, merci beaucoup de cette chance de m'exprimer sur la médiation. Alors, on entend souvent parler du terme de médiation, hein, c'est un terme qui est rentré dans le commun. À partir du moment où on parle de conflit, on parle de médiation. Donc, du coup, c'est un terme qui est assez commun. Les RH se sont évidemment occupés du sujet parce que le RH est la déclinaison, entre guillemets, du contact de tous les jours. Il est vrai que la base de la médiation,
vient plutôt, entre guillemets, du monde civil. Hein, il vient des conflits juridiques. Hein, à la base, c'était les premiers éléments et les premiers médiateurs sont les médiateurs issus d'organismes d'État. On parle de médiateurs de la République, etc. Donc, ce sont des médiateurs qui sont inscrits en poste depuis très, très longtemps. Et l'entreprise, ces dernières années, avec la montée de la RSE, avec la montée de la prise en compte de beaucoup de courants RH, de coaching et d'accompagnement, c'est accaparer la médiation et l'a approprier au monde de l'entreprise. Voilà. Mais il faut quand même prendre en considération comme que la médiation vient d'un contexte juridique et vient d'une démarche sur laquelle elle avait pour but d'éviter une action en justice. Hein, à la base, ça venait quand même de cette dynamique-là. Alors pourquoi on s'est inscrit, hein, je vais parler rapidement, parce que toute prestation au sein du cabinet chez nous a une histoire. Et pourquoi on s'est inscrit dans cette prestation à proprement parler? Bon, bah, bien évidemment, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a de la demande. Hein. Clairement, la résolution de conflits, ça reste très demandé par le biais d'entreprises et de clients. Et puis, parce que on était quand même souvent confronté à différentes problématiques RH et de clients qui venaient nous voir en disant, bah voilà, petite et grosse entreprise, j'aurais tendance à dire tout confondu, dire, bah il y a un problème, il y a une situation, souvent de deux personnes, ça peut être trois, ça peut être quatre, mais c'est souvent de deux personnes à la base qui font que ça nuit à une ambiance générale, ça apporte des problématiques de communication, ça apporte une ambiance délétère, et puis qui amène beaucoup, beaucoup de problèmes. Et en fait, en faisant soit une démarche d'étude, soit une démarche de réflexion, bah, effectivement, on s'aperçoit que c'est souvent centré sur deux personnes. Alors, elles ne sont pas responsables de tout, mais souvent la situation fait que ça prend de l'importance et finalement, ça nuit à une ambiance générale et ça nuit à une productivité également par rapport à l'entreprise. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on en est venu, on va dire, sur des situations individuelles, sur on est venu en se disant, il serait peut-être intéressant de pouvoir réfléchir à ça et de proposer aux entreprises une démarche un peu plus poussée, un peu plus cadrée, pour pouvoir endiguer ou travailler sur cette résolution de conflit. Donc voilà, on en est venu, on va dire, entre guillemets, des retours qu'on avait de différents clients. Voilà un petit peu l'histoire par rapport à cette prestation. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet hein, sur la médiation à proprement parler, la médiation, elle est appropriée dans certaines situations, elle n'est pas forcément dans toutes. On va parler, je vous parlerai tout à l'heure de la différence qu'il peut y avoir entre un conflit et un problème. Hein, donc ça, c'est crucial de pouvoir savoir déjà, est-ce qu'une médiation est nécessaire ou pas pour pouvoir lancer dans cette résolution de conflit. Ce qu'il faut savoir de manière générale, c'est que on considère que 110 minutes, c'est le temps moyen que passent chaque semaine les salariés français à gérer les conflits au travail. Donc on considère que dans une entreprise de taille diverses et variées, on a une partie de résolution de conflits, voilà, où on est soumis à une démarche de conflit, donc on n'est pas forcément acteur de ce conflit, mais des fois on est en contact avec les personnes et on considère qu'on passe 110 minutes, entre guillemets, à pouvoir réfléchir ou à travailler sur la base de ce conflit. Alors évidemment, je ne vais pas réinventer les situations, mais vous vous doutez bien comme quoi ça entraîne beaucoup de dysfonctionnements, hein, de l'absentéisme, très important. 16% de personnes interrogées, justement, dans tout ce qui va être enquête RPS, risques psychosociaux, reconnaissent comme quoi souvent des motifs d'absentéisme viennent de conflits latents ou de conflits ouverts. Il y a des démissions, hein, qui sont des situations de fuite classiques, des licenciements également, et puis il y a toute une incidence sur la vie économique de l'entreprise, notamment des baisses de productivité, de la communication qui passe mal, un manque de mécanique, on va dire, dans les rouages de l'entreprise qui se fait sentir de fait de conflits entre personnes. Voilà. Et puis, pardon. Ouais. Et puis, vous avez également les conséquences sur la partie, sur la santé et sur le moral des protagonistes en eux-mêmes, hein, donc des gens qui sont soumis par le conflit, et de tous les gens qui sont emmenés avec. Hein, puisque la nature humaine a peur du vide. Quand vous avez un conflit entre deux personnes, souvent, le conflit entre deux personnes se remet avec des groupes d'influence, hein, qui est un peu normal. Et donc, du coup, ça impacte des fois un bon nombre de personnes. Ça nuit à leur ambiance et ça nuit également par rapport à la santé et au moral des troupes. Je vais vous dire, en plus, en ce moment, c'est peut-être pas le meilleur des moments pour pouvoir nuire à la santé et au moral des protagonistes.
Alors, comme je vous le disais, beaucoup d'enjeux pour la DRH, et c'est pour ça que la DRH, la direction des ressources humaines de manière générale, hein, je ne dis pas uniquement du DRH, mais des directions des ressources humaines de manière large, s'intéresse par rapport au sujet. Il y a tout un ensemble d'éléments dont on entend parler sur la partie stress, la partie burn-out, l'absentéisme, la souffrance au travail. Tous ces éléments-là qui sont le cœur, on va dire, des politiques de risques psychosociaux. Et tout ça, effectivement, sont des éléments sur lesquels le DRH, enfin, ou celui qui anime la fonction RH au sein de l'entreprise, est vigilant. Son métier premier en tant qu'animateur DRH, il est de s'assurer qu'il y a une paix sociale au sein de l'entreprise, d'accord. Et puis, évidemment, d'avoir une certaine marque employeur, on en parle de plus en plus, mais d'avoir une entreprise qui transpire une certaine ouverture sur la partie RH. Et puis indirectement, des fois directement, ça insinue des baisses de productivité, d'accord, et une responsabilité pénale, hein, il ne faut pas l'oublier, sur les risques psychosociaux. C'est à l'employeur ou au service RH de pouvoir intervenir sur cette résolution de conflit, notamment parce que, eh bien, il doit être en mesure de pouvoir prouver qu'il engage des actions et qu'il est en mesure de pouvoir améliorer les conditions psychosociales au sein de son entreprise. Donc voilà, donc il y a une responsabilité pénale qui peut être engagée quand on laisse un conflit également latent et un conflit qui commence à prendre de l'ampleur. La responsabilité du dirigeant et de l'entreprise peut être engagée. Donc toute cette démarche-là fait qu'aujourd'hui, l'aspect médiation, qui est un aspect compliqué à gérer, commence à avoir une certaine sensibilité auprès des DRH. Alors, comment on peut définir le conflit? Parce qu'en fait, ce qui est intéressant par rapport au conflit, et on s'en aperçoit quand on le vit vraiment au quotidien et quand on rencontre les différents protagonistes, c'est une énorme charge émotionnelle. En fait, c'est la charge émotionnelle qui, à un moment ou à un autre, fait que le conflit prend de l'importance. Donc, en fait, le conflit va se définir entre la rencontre d'éléments, de sentiments contraires qui vont s'opposer. Donc, vous voyez, on est vraiment dans l'émotion systématique. Alors, on a des personnes qui gèrent plus ou moins bien les émotions, d'accord? On a des émotions qui prennent beaucoup, beaucoup d'importance par rapport à une organisation, mais il ne faut pas oublier qu'on est des êtres humains et qu'à un moment ou à un autre, on est émotion. Et donc, du coup, il est normal qu'à un moment ou à un autre, bah, les émotions s'opposent également. Elles ne peuvent pas uniquement que coïncider, même si on a un manager parfait qui sait canaliser les émotions de tout le monde, etc. Voilà, il n'empêche pour autant que les émotions peuvent s'entrechoquer parce qu'elles ne sont plus en lien par rapport à son système de valeurs, parce que où on les perçoit, hein, c'est souvent une notion de perception, on les perçoit différemment en fonction des différentes personnes qu'on peut avoir autour de soi. Alors, ce qui est important justement sur cette partie émotionnelle qu'on va aborder, on va dire après, ce qui est important, déjà dans un premier temps, avant de poser le diagnostic par rapport à une action de médiation, c'est bien être en mesure de pouvoir différencier le problème du conflit. Parce qu'il y a vraiment une vraie différence par rapport à ce côté-là. Je vous disais, la médiation n'est pas forcément un outil qui est adaptable à toutes les situations qu'on peut rencontrer. Souvent, la différence entre le problème et le conflit, c'est l'aspect un peu irrationnel du conflit. C'est souvent ça qui crée la différence. Un problème, généralement, on va le qualifier comme quelque chose de mesurable, c'est-à-dire qu'en gros, on est sur quelque chose d'un peu plus factuel. Il y a une situation souhaitée, il y a la situation qu'on rencontre aujourd'hui. On s'aperçoit qu'il y a un décalage entre la situation souhaitée et ce qu'on vit au jour le jour. Et alors, ça génère également une insatisfaction, mais la satisfaction est acceptable. C'est-à-dire qu'en gros, on se dirait que les choses peuvent être améliorées, ça pourrait aller mieux, on va dire. Bon, on se satisfait de la situation qui n'est pas la situation idéale, mais en gros, on peut s'en satisfaire. En gros, on met une couverture sur la situation, on accepte telle qu'elle est. D'ailleurs, on l'entend souvent en entreprise, on a toujours fait comme ça s'est toujours passé comme ça, et en gros, bon, on laisse faire un peu la situation. Souvent, la partie problème, elle est plutôt de l'ordre du rationnel. D'accord. Donc, du coup, on est quand même dans une démarche sur laquelle on est capable de raisonner. C'est-à-dire qu'on sait comme quoi la situation n'est pas idéale, mais pas chacun reste sur ses positions, mais en gros, il y a une acceptation, entre guillemets, au sein de la structure et de l'entreprise qui fait que, et les échanges se font souvent de manière dépassionnée. C'est-à-dire que
En gros, on a accepté un petit peu dans les différentes parties comme quoi la situation se passait un peu comme ça. Alors, vous allez me dire, c'est un peu une vision un peu noire de la situation, mais souvent un problème au sein de l'entreprise est souvent mis en avant sur cette logique-là, hein. Et souvent, quand on arrive, il est très rare que l'entreprise dise, bah oui, on a ce problème-là, c'est apparu depuis 2 semaines. Voilà, souvent, on dit, bah, l'origine de ce problème, il est là depuis très très longtemps, ça s'explique comme ça, comme ça, comme ça. Enfin, souvent, il y a une situation, entre guillemets, un peu logique. Un rachat d'entreprise, des regroupements de salariés, des conflits générationnels. Enfin, il y a toujours des éléments à un moment ou à un autre qui font dans ce cadre-là. Le conflit, d'accord, lui, à l'inverse, on va dire, du problème, est sur une dimension qui est plus compliquée, puisqu'on est de l'ordre de l'irrationnel. Donc, du coup, il y a une difficulté de pouvoir mesurer l'ampleur du conflit, parce que elle est souvent un affrontement entre deux ou plusieurs personnes. D'accord, mais on a du mal à voir les incidences, en dehors des incidences, on va dire, premières, de ils ne s'entendent pas dans le service, ça crée une mauvaise ambiance, et comme je vous le disais tout à l'heure, ça amène des problèmes de productivité d'ambiance générale par rapport au travail. Mais on a du mal à vraiment à quantifier, à être en mesure de se dire quelles sont les incidences par rapport au conflit à proprement parler. D'accord? C'est souvent une accumulation d'insatisfaction. C'est-à-dire, c'est rare de se dire que un conflit aujourd'hui, c'est arrivé à, c'est une situation à un instant T qui a amené à un conflit et qui fait que le conflit s'est ancré en fait dans les habitudes de fonctionnement. Souvent, il y a d'autres origines, il y a d'autres causes et c'est une accumulation de causes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas uniquement qu'une seule cause qui a fait que, d'ailleurs, quand on rencontre les protagonistes, souvent, elles font souvent une liste à l'après-vert en disant, bah voilà, ce que je reproche à la personne en question, c'est ça, 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 et elles font une liste qui vont au-delà de ce qui est présenté dans une situation initiale quand on rencontre le DRH et qui va nous exposer la situation. Alors c'est ça qui est compliqué, on va dire, dans la résolution de conflits, c'est qu'on est de l'ordre de l'irrationnel. Et comme je vous le disais, la nature a peur du vide et qu'on aime le rationnel parce que c'est beaucoup plus facile à le gérer, l'ordre de l'irrationnel est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile à appréhender. Elle est liée à une relation entre individus, d'accord? Elle touche leur identité, et donc ça c'est également important parce qu'on peut avoir des gens qui se sentent agressés dans leur identité, et ça c'est très compliqué à pouvoir gérer parce que ça nécessite de bien connaître l'identité de chacun et les valeurs de chacun. D'accord? Et puis, bah, c'est un mélange d'affects, d'émotions, et comme vous le savez, la partie émotionnelle, bah, on a des gens qui expriment leurs émotions et qui souvent les expriment de façon très très forte, avec beaucoup de passion. Et donc, bah, honnêtement, quand le conflit est larvé, et en l'occurrence qu'on est dans une simili-guerre froide, bon, bah, l'entreprise peut encore s'en satisfaire, mais quand on commence à avoir des tempéraments, on va dire, un petit peu passionnés et un peu engagés, bah, du coup, ça peut prendre vite beaucoup de décibels et évidemment occuper pas mal de place dans les discussions au sein des différents services. Donc vraiment, la différence qu'il peut y avoir entre les deux, c'est l'aspect rationnel et l'aspect irrationnel qu'il peut y avoir, l'aspect rationnel du conflit, l'aspect rationnel du problème. Voilà. Et la première chose qui va être importante au sein de l'entreprise, ça va être déjà de dissocier les deux et de se dire, est-ce qu'aujourd'hui on est dans une situation problématique, est-ce qu'on est dans une situation conflictuelle? Voilà. Ça va être le premier élément. Monsieur Mugard, Alors, oui, Monsieur Mugard, je me permets juste de vous couper une seconde. allez-y. Le Bray qui donc a émis une remarque. Il note donc qu'il y a trois types de différences qu'on appelle en médiation donc GT professionnel le GTE, différents juridiques donc contentieux, différents techniques litige et différents émotionnels le conflit. Mmh. Mmh. J'ai cette Alors, remarque. Je vous ouais, laisse alors, celle-ci après une autre ju- question. justement, sur les différents modes d'intervention dans le conflit, je l'aborde ici. On a des niveaux très, très différents par rapport à ce côté-là. Très souvent, en fait, et dans la culture commune aujourd'hui, la résolution de conflits, elle va souvent sur l'aspect juridique à proprement parler, hein. Donc souvent, on entend la notion de conflit qui se résout en solution finale sur l'aspect du tribunal. Et en fait, le contexte juridique à proprement parler aujourd'hui, hein, et les lois européennes et les lois nationales sur les différentes approches dans ce côté-là, commencent à mettre de plus en plus les actions de médiation au cœur des préoccupations, en se disant que, bah, effectivement, il y a un autre recours que l'aspect procédural à proprement parler qui peut être mis en place. Donc voilà un petit schéma rapide pour vous montrer comme quoi il y a plusieurs strates au niveau de la médiation, enfin au niveau de la résolution de conflits, on va dire, qui peuvent intervenir.
Le b.a.-ba, c'est vraiment la communication, c'est déjà d'en parler, à proprement parler, et puis après, c'est de négocier, d'être en mesure de pouvoir commencer à chacun à exposer ses avis, rentrer dans une démarche de médiation, voilà, donc sur lequel on est dans une démarche qui commence à être un peu curative, effectuer un arbitrage. Donc, à partir de la médiation et de l'arbitrage, on commence à considérer comme quoi il y a un tiers qui vient en plus de la situation de conflit pour pouvoir réfléchir par rapport à la situation. Et puis après, on a l'aspect procédural qui est vraiment l'aspect tribunal à proprement parler. Voilà. Donc, on a une sorte de gradation au niveau du mode de résolution de conflit, qu'intervient de la communication de base, on se met autour d'une table et on en discute, jusqu'à l'aspect procédural, donc avec une certaine gradation qui peut s'inscrire. Voilà. Alors généralement, la sphère de l'une intervient, ça se fait par gradation sur ce côté-là. Il est très difficile, on a déjà eu le cas, nous, sur certaines actions, très difficile de pénétrer complètement sur la sphère de l'autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a une action d'arbitrage qui est mise en place, revenir à une action de médiation, ça peut être compliqué. C'est-à-dire qu'on est passé déjà à l'étape du dessus, qui fait qu'à un moment ou un autre, c'est très très difficile de pouvoir revenir en arrière. On s'en aperçoit quand même dans le vécu à proprement parler. Donc il y a une gradation qui se fait dans un sens de communication d'un tribunal, rarement dans le sens inverse. C'est rarement dans ce cas-là, même si on aimerait qu'à un moment ou un autre, sur certaines situations, notamment on a pu le voir dans quelques situations prud'homales ou autres, on aimerait, avant d'en arriver au clash complet, revenir à cette situation plus ouverte de la médiation, mais ça se fait rarement dans ce sens-là. Alors, de manière... Oui. Il y avait une deuxième question, M. Mugard, de M. Boutineau. Il vous demande, alors il dit, vous évoquez les émotions, mais pouvez-vous définir ce qu'est une émotion? Et deuxième question, il vous demande si pour vous la médiation doit évoluer dans un contrat social. L'émotion, on va le voir tout à l'heure. Je vais vous en parler un petit peu rapidement, sans faire un tour de psycho sur la partie émotionnelle. Je vais en parler dans les slides à vrai. Et la deuxième question, excusez-moi, je n'ai pas entendu. Est-ce que pour vous, la médiation doit évoluer dans un contrat social? Et juste, je vous demanderai, Monsieur Bernet, s'il vous plaît, de couper votre caméra et votre micro. Merci. Excusez-moi, je me suis reconnecté parce que je n'ai pas l'option chat. Désolé d'interrompre. Et c'est en me reconnectant qu'effectivement, ma caméra a été réactivée. Excusez-moi. Je vous en prie. Je n'ai pas l'option discussion. J'ai utilisé 2 des liens que vous m'avez envoyés, je n'ai pas l'option discussion. Désolé pour cette interruption. C'est pas grave, je vous remercie. C'est bon pour vous, Monsieur Mugard, ou vous voulez que je vous répète la question? Oui, je veux bien, je vais vous me répéter. Oui, donc, est-ce que pour vous, la médiation doit évoluer dans un contrat social? C'est la question de M. Boutineau. Pour moi, effectivement, si elle commence à prendre de l'ampleur, effectivement, et s'il y a une fréquence et une vraie volonté de la part de l'ARH de s'inscrire dans une démarche de médiation, donc d'y mettre les moyens, à un moment ou à un autre, d'y mettre les moyens, c'est-à-dire de passer par un médiateur et de s'inscrire dans une vraie procédure de médiation, oui, je pense qu'il y a un intérêt à un moment ou à un autre de l'inscrire dans le cadre du contrat social, je pense. Maintenant, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est rarement le cas sur ce côté-là. Aujourd'hui, on est vraiment dans une situation purement curative. On a un problème, on rencontre ça, c'est rarement, on va dire, dans le cas du contrat social. Mais il peut y avoir un intérêt particulier. Et ce n'est pas forcément que l'ordre des grands groupes, notamment par rapport à cette vision-là. D'ailleurs, la plupart des médiations aujourd'hui qu'on peut opérer et sur lesquelles on peut accompagner sont essentiellement des TPE. Des TPE et des PME, c'est principalement au sein de ce contexte. Alors, je reviens juste pour prendre un petit peu de hauteur par rapport à l'homme et la situation de travail, l'évolution avec le temps. L'évolution dans le temps de l'autorité parentale comme de l'autorité managériale, on sent qu'on a un changement de pratique, de société, on va dire, sur ce côté-là. Aujourd'hui, comme c'est le cas dans l'autorité parentale, où on prône les visions d'écoute et d'accompagnement des enfants, l'autorité managériale doit évoluer également sur cette méthode-là. Le collaborateur n'a plus une espèce de soumission à son manager comme on pouvait l'avoir auparavant, sur lequel on parle de management participatif, on parle de management guidé justement sur l'aspect du soft skill, etc. Donc, du coup, on n'est plus sur ce rapport de soumission comme on pouvait l'avoir auparavant. On est beaucoup plus sur un apport de guide, d'accompagnement. On parle de manager coach, donc ils sont des accompagnateurs, etc.
Il n'y a pas d'autorité sans sanction, d'accord? Donc, il ne faut pas oublier que dans mettre en place un système de sanctions, bah, ça apporte une appréhension particulière de l'entreprise à mettre en place un système institutionnalisé de sanctions. Hein, donc, ça peut être très, très compliqué de rationaliser, on va dire, les conflits en disant bah, dans telle situation, vous apportez telle sanction. Souvent, l'entreprise va avoir la volonté, entre guillemets, d'avoir une sorte de méthode ou de lieu d'échange qui fait qu'à un moment ou à un autre, on ne passera pas par la case sanction en direct par rapport à ça. Et plus on évolue vers le temps, et moins on utilise ce mode de sanction. Hein, dans le cadre des pratiques RH, on est beaucoup plus, évidemment, sur cette démarche d'accompagnement, etc., etc. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat idéologique. Il y en a certains qui vont dire oui, à un moment ou à un autre, c'est à l'entreprise d'apporter ce cadre d'autorité. D'autres qui, au contraire, vont dire non, non, on est dans un milieu d'échange et au contraire, on doit abolir les formes d'autorité et donc, du coup, abolir les sanctions. Je ne rentrerai pas dans ce débat idéologique. Hein. C'est juste un constat qu'on peut faire sur ce côté-là. Je dirais que chaque entreprise peut avoir son propre mode de fonctionnement et c'est souvent en lien avec la volonté politique volonté politique RH des dirigeants et des différents encadrants. C'est souvent dans ce cadre-là. Par contre, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'explication de la règle, à proprement parler, c'est peut-être l'élément numéro un qui n'est pas pris en considération par les entreprises ou qui n'est pas suffisamment affiché par le biais des entreprises. Qu'on soit dans un contexte d'autorité ou sans un contexte d'autorité. L'explication de la règle est un point important, d'accord? Donc sur l'appropriation, ce que je vais appeler l'appropriation de la limite à proprement parler. C'est-à-dire que le salarié doit à un moment ou à un autre être en mesure de pouvoir comprendre qu'il y a une règle de fonctionnement par rapport à ça et rappeler cette règle de fonctionnement. C'est souvent la base des premières actions de communication et de négociation qui s'instaurent entre l'encadrant et ses collaborateurs. Il y a cette notion-là et il est important de pouvoir rappeler ce contexte-là et cet élément-là. Donc, il nous arrive assez régulièrement d'avoir des situations sur lesquelles on rencontre des gens et auprès desquels l'entreprise n'est pas intervenue sur une action de communication auprès des protagonistes du conflit, sur lesquels on n'a pas respecté, qu'à un moment, on n'a pas fait respecter le cadre de fonctionnement de l'entreprise déjà dans ce cadre. Donc, c'est l'élément numéro un de la partie communication, c'est de remettre dans son cadre employeur et de repréciser son cadre employeur dans la gestion de ce conflit. Sur la notion conflictuelle, dans une relation conflictuelle, il y a toujours. Alors, c'est souvent, on intervient dans la notion conflictuelle avec deux protagonistes. C'est la majeure partie des cas. Hein, donc, alors après, il y a deux protagonistes qui peuvent effectivement engager d'autres groupes, on va dire, dans ce cadre-là, mais c'est souvent, on s'aperçoit que c'est souvent centré sur deux personnes. Hein, voilà. La loi, à un moment ou à un autre, est présente. Hein, la loi, de manière générale, avec un grand L. Hein, donc, la règle d'usage au sein de l'entreprise, les limites que fixe l'entreprise, elle est présente. Et donc, elle doit être affichée. Et donc, ça, c'est un point important du rôle de la direction, que de continuer de pouvoir représenter et être en mesure de pouvoir respecter cette loi. D'accord, et qui doit être partie prenante pour respecter ce cadre. Donc, même si elle fait appel à un tiers qui doit être, entre guillemets, le garant à un moment ou à un autre, il n'empêche pour autant que ça reste à la direction de pouvoir assurer ce rôle d'autorité, à proprement parler, et de respect de la règle. D'accord ? Le tiers doit être garant des limites à ne pas dépasser, comme dans le cadre de l'autorité parentale, on en revient au même système qu'on pouvait avoir auparavant. Voilà. Et donc, du coup, la direction est complètement légitime pour apporter cette notion de recadrage de la situation. D'accord ? Donc, dans certains conflits, on a certains protagonistes qui peuvent tout de suite en introduction incriminer la direction en disant je ne vois pas pourquoi le conflit avec monsieur machin ou madame machin fait qu'à un moment ou un autre, ça importe notre direction. Mais, oui, si, ça importe la direction parce qu'il y a un impact souvent que les protagonistes n'observent pas, mais aussi parce que c'est le rôle de l'entreprise que d'assurer ce rôle de cadre. Le commanditaire de la médiation, donc ce que j'appellerais l'autorité d'entreprise, elle doit donc faire preuve d'autorité quant à la résolution également des antagonismes entre les salariés. Donc ça veut dire que c'est ce qui est un peu le côté un peu paradoxal d'une démarche. Hein. On a tendance à dire qu'il faut toujours avoir la base du volontariat sur une démarche de médiation des deux parties. Il faut que les deux parties ont envie, à un moment donné, de travailler sur la résolution de leur conflit.
Mais c'est également à l'entreprise d'imposer cette solution. C'est-à-dire que c'est sûr que si c'est mal vécu de la part des deux protagonistes, s'ils sont deux, ça sera d'autant plus compliqué pour le médiateur pour pouvoir intervenir, mais il n'empêche pour autant que c'est du rôle de l'entreprise que d'imposer cette situation et d'imposer cette action, entre guillemets, pour pouvoir endiguer le conflit. Donc, à l'inverse du coaching sur lequel on doit avoir une volonté à 200% de la part de la personne qui va se faire accompagner et coacher pour pouvoir s'améliorer, la démarche de médiation, on est rarement dans une démarche de volontariat à la base. Hein, on est rarement dans cette démarche-là, on est souvent dans une démarche, et d'ailleurs, les premiers entretiens de médiation sont souvent axés sur le côté de je suis là parce qu'on m'a demandé de venir. C'est souvent, entre guillemets, dans cette démarche-là. Et j'aurais tendance à dire, à l'inverse du coaching sur lequel ce sera contre-productif, la démarche de médiation part de ce constat à la base, et le but du médiateur, ça va être de travailler par rapport à cette action-là pour pouvoir faire adhérer la personne à l'action de médiation. Voilà. Donc le contexte est différent, on va dire, par rapport aux autres courants ou au développement RH. Alors, la médiation, c'est un processus par lequel les parties conviennent de demander à un tiers, à un médiateur, de les accompagner à la recherche d'une solution à leur conflit. Donc, effectivement, qui dit médiation, dit médiateur. Souvent, dans le cadre de l'entreprise, le médiateur est quelqu'un d'externe. Alors, il est souvent externe pour une simple bonne raison, c'est que il va assurer la partie confidentialité, déjà, par rapport à l'information, qui est la base, par rapport à toutes les informations qui sont dites en entretien de médiation doivent rester dans le cadre de cette médiation. L'objectif, à proprement parler, c'est de rétablir une communication qui est souvent cassée. Il n'empêche que, dans cette démarche de résolution de conflit, certaines entreprises commencent déjà dans un premier temps par passer par une sorte de médiateur interne, soit les membres du CES, soit certains acteurs du siège, par exemple, des RH qui seraient sur un siège qui n'est pas au contact régulier avec les différentes personnes. Enfin, souvent, on a essayé de passer par une pré-médiation, on va dire, ou une sorte de médiation interne, avant évidemment de passer par une médiation externe. C'est pas un tort, il est normal que l'entreprise fasse des essais par rapport à ce côté-là. Par contre, bien évidemment, on s'aperçoit que la notion d'objectivité et de neutralité du médiateur, c'est également un gage de réussite. Il faut pas se leurrer par rapport à ce côté-là. Il y a quand même un élément important, et ce n'est pas uniquement que pour vendre les prestations des cabinets externes, mais il y a un vrai intérêt à avoir un médiateur qui soit externe par rapport à cette situation de médiation. Voilà. La loi retient deux types d'accès à la médiation, donc soit la médiation volontaire, donc les parties choisissent d'un commun accord un tiers qui est un médiateur pour les résoudre le conflit, ou après la médiation judiciaire, dans le cadre d'une procédure à proprement parler. Voilà les deux types d'accès à la médiation. Alors, il y a des signes avant-coureurs en matière de conflit ou de situation particulière, parce qu'un conflit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, peut provoquer beaucoup de dégâts considérables. Je ne reviens pas sur ces éléments-là, dysfonctionnements divers et variés, etc. Souvent, le conflit, on est dans une démarche, entre guillemets, sur laquelle le conflit s'est installé et sur lesquelles les conséquences sont plus qu'observables, d'accord. Donc, ce qui nécessite encore plus, surtout quand on n'a pas été soumis à une démarche conflictuelle auparavant, qui nécessite beaucoup plus une présence des managers sur le terrain ou des acteurs RH pour être en mesure de pouvoir anticiper au maximum le conflit et de désamorcer le conflit ouvert, d'accord, le plus possible par rapport à ce côté-là. Et être observateur des signes avant-coureurs, c'est également cette démarche-là. C'est d'être en mesure de pouvoir le prendre le plus tôt possible avant d'éviter le pourrissement de la situation. D'accord, ce que je vais appeler le pourrissement, c'est-à-dire, on commence à s'inscrire dans une démarche sur laquelle le conflit devient quotidien, devient important, devient décibellement important, des fois, mais également important au niveau des différentes conséquences qu'on peut avoir à droite et à gauche, et y compris en termes d'affrontements, puisque on a des conflits qui deviennent des vrais affrontements et pas uniquement des affrontements de propos. Voilà. Et puis, ce qui est important aussi de prendre connaissance par rapport aux signes avant-coureurs, c'est également sur la partie de la motivation des équipes, d'accord. Donc, recueillir le plus d'avis, souvent, je n'ai pas de statistiques à proprement parler, mais dans la majeure partie des cas, souvent, le DRH qui va faire appel à un médiateur, etc., vient avec ce constat de se dire « j'ai entendu d'eux » ou « on sait que » ou « le CSE m'a rapporté que ». Enfin, souvent, à la base, entre guillemets, ça vient d'un élément en disant « on sait que dans tel service, on a tel type de problématique. Voilà, on a des fois du mal à identifier
d'où vient le problème ou d'où vient le décalage qu'il peut y avoir entre deux personnes, ou le conflit qu'il peut y avoir entre deux personnes. Mais souvent, en fait, l'information vient d'une information en lien avec une motivation, une perte de motivation ou une problématique particulière en lien avec les motivations de l'équipe. Et ça vient d'une information qu'on peut avoir en interne. C'est souvent le cas sur ce côté-là. Donc, repérer les signes avant-coureurs, d'accord, permet à un moment ou à un autre aussi de pouvoir, c'est une des missions intégrantes du rôle de manager, d'accord, mais ça permet également, comme toute situation, la médiation est toujours plus efficace quand on la prend de bonne heure. Évidemment, plus la situation commence à s'ancrer dans les modes de fonctionnement, plus on va attendre par rapport à ça, et plus évidemment ça devient compliqué par rapport à ça. Donc alors voilà, je vous mets sur le côté quelques actions sur lesquelles, des signes sur lesquels on porte attention, des signes un peu classiques, des attitudes fermées, des règles qui sont sans arrêt transgressées, des retards très fréquents, des absences, enfin bref, tout ce qu'on pourra avoir à un moment ou à un autre et qui peut mettre en avant un dysfonctionnement en particulier. Alors j'en parlais tout à l'heure sur la partie émotionnelle, puisqu'on est sur la partie émotionnelle. Comment on peut définir la partie émotion? La partie émotion, en fait, elle est assez sensible à une vague, à proprement parler. D'accord? La partie émotion, c'est la façon dont on revit une situation, dont on vit une situation. C'est la façon dont on va traiter une information, je dirais, intrinsèquement, hein, en intérieur. C'est la façon dont on va pouvoir gérer une information, une situation, une problématique particulière. Donc, automatiquement, la notion conflictuelle, c'est une vague. C'est une vague d'émotions, d'accord? Donc, qui, à la base de cette vague, vient d'une situation de déclencheur, vient d'une base, hein, qui est la naissance de la vague, qui peut vite se transformer en tsunami en fonction d'eux, qui entraîne une émotion plus ou moins importante en fonction de la personne et en fonction de la situation, et j'aurais tendance à dire de la façon dont la personne va se sentir agressée par rapport à ses valeurs et à son ressenti personnel, d'accord, mais également du dialogue intérieur que cette personne va avoir. C'est-à-dire que la gestion émotionnelle implique automatiquement aussi à un moment ou à un autre un dialogue intérieur, c'est-à-dire tout ce qu'on va appeler ressasser son émotion et d'être en mesure de se dire, et le temps va aider également à ressasser cette émotion. Et plus on va ressasser cette émotion, plus l'émotion risque de prendre de l'importance par rapport à ce côté-là. Voilà. Et donc, l'acte de retour qui fera à un moment ou à un autre, une fois cette vague émotionnelle du conflit, cette vague qui va emmener la situation, d'accord, l'acte en retour, donc la situation conflictuelle, etc., va s'occasionner à ce moment-là. Donc, du coup, une situation de déclenchement, d'accord, qui est souvent une accumulation de petits événements, d'accord, une émotion qui va se manifester, un dialogue intérieur assez fort, et puis naturellement, une réaction de la part de la personne par rapport à ça. Donc, je m'isole dans mon bureau, je ne parle plus, je suis dans l'affrontement, je suis dans l'insulte, etc., etc. Enfin, une situation de retour par rapport à ça. Ce qui est très important à prendre en considération, c'est tout ce facteur émotionnel et ce dialogue intérieur qui peut rentrer en ligne de compte. C'est-à-dire que souvent, on a des gens qui peuvent s'enfermer, par exemple, dans un mutisme et sur lequel le dialogue intérieur est très fort. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, l'émotion, à la base, est ressentie, je dirais, n'a pas un impact considérable. Par contre, le dialogue intérieur est tellement fort que l'émotion prend de plus en plus d'importance par rapport à ce côté-là. Et donc, du coup, que l'acte en retour devient très important. Le mutisme, par exemple, ou la fuite, d'accord, est un acte en retour qui est considéré comme avoir beaucoup d'incidence. Alors, justement, quand on est dans le cadre du registre de l'émotion, d'accord, on a plusieurs éléments, hein, donc en lien avec cette différence. Hein, on parle de termes classiques d'empathie, etc., etc. Je voulais revenir sur 3-4 explications sur ce côté-là, sur l'aspect sympathie, des termes qu'on utilise quotidiennement. C'est vraiment, on partage l'émotion, hein, donc on est dans la compassion, hein, sur la partie sympathie. Hein, il est sympathique, donc du coup, il me renvoie une émotion positive par rapport à ce que je ressens, par rapport à mes valeurs, d'accord. L'antipathie sur lequel, là, on est dans une situation, par exemple, de réaction émotionnelle. On est une personne antipathique, donc c'est une personne qui n'est pas sur le même champ émotionnel que soi, hein, par rapport à ça. Apathique, c'est sans émotion, d'accord. Donc, le A privatif fait qu'à un moment ou un autre, voilà, l'émotion n'est plus dans le rapport à proprement parler. Et puis, on en parle de plus en plus de manager empathique. Hein, donc, du coup, quelqu'un qui va être capable de comprendre et de verbaliser les émotions de l'autre. Hein, quelqu'un qui va être capable de se mettre dans le schéma émotionnel de l'autre. Voilà. Donc, toute cette dimension, on va dire, émotionnelle, c'est le b.a-ba de la prise en compte de la résolution de conflits et de l'action de médiation. D'accord. Tout d'abord, il faut aider à retrouver son émotion pour qu'elle puisse revenir à une expression plus rationnelle des choses. Alors, vous allez me dire,
c'est tout un débat philosophique sur lequel je ne rentrerai pas parce que je ne pense pas avoir les capacités non plus pour le faire. Mais il y a toujours la dimension de l'émotion face au côté rationnel et exactement des choses. On ne peut pas tout rationaliser, bien évidemment, mais il y a toujours une part de rationnel qu'on peut apporter dans la situation. Et ça va être le travail et le but du médiateur que de ramener du rationnel, on va dire, dans le cadre des échanges. Ça va être un peu son leitmotiv des différents échanges qu'il va avoir avec les protagonistes. Il va être en mesure de pouvoir revenir sur le schéma rationnel. Ce qui n'est pas forcément, évidemment, une action facile quand l'émotion a pris beaucoup, beaucoup d'importance dans la relation. Monsieur Muga, je Oui. vous coupe une seconde. On a une question de Monsieur Boutineau qui demande si vous pouvez citer les principales émotions. Non. Je ne peux pas vous parler, non. Je ne comprends pas la question. Je ne suis pas en mesure de vous donner les principales émotions. Il y en a autant qu'il peut y avoir de personnes et de ressentis par rapport à ça. Tous les éléments dont je vous parlais sur le slide précédent et les actes d'engagement, de repli sur soi, d'énervement divers et variés, sont une conséquence de l'ensemble des émotions qui sont ressenties par rapport à la personne. Donc, c'est difficile pour moi de pouvoir vous faire une liste complète des émotions rencontrées. Alors, chaque acte est animé par une intention positive. Ça, je pense que c'est un élément qu'il faut prendre en considération dans le cadre de la médiation. Et quand on rencontre les différentes personnes, c'est qu'effectivement, et vous le sentez au jour le jour, parce que la médiation, on parle de médiation d'entreprise, mais la médiation, deux enfants qui se chamaillent, hein, ou des membres de la famille, ou des voisins, ou n'importe quoi, on le vit également dans la situation extérieure. Quand on prend chacune des personnes individuellement, chaque personne est évidemment teintée d'une intention positive. Il est très rare d'avoir une personne qui dit, bah voilà, je me mets dans ce schéma-là parce que j'ai une volonté de nuire à l'autre. C'est rare, c'est même, enfin, je ne l'ai pas encore entendu sur ce côté-là. Pourquoi? Parce que toujours, la volonté de la personne est toujours d'une volonté positive. Sauf que les volontés positives des deux personnes ne vont pas dans le même sens. Voilà. Donc, soit on a une approche qu'on va appeler plus égocentrée, donc c'est-à-dire que en gros, on fait cette action ou cet engagement, on le fait parce qu'on recherche un bonheur personnel, un plaisir, une volonté de mieux-être. Donc, du coup, l'intérêt de faire ce qu'on fait, c'est simplement une volonté égocentrée, d'accord, d'aller mieux. Soit c'est, on va dire, centré sur le monde extérieur, donc ça va être le but d'aider les autres, d'éviter une nouvelle erreur, de trouver un équilibre, d'accord, une recherche d'équilibre, voilà. Donc ça veut dire que moi je réagis comme ça, mais parce que pour moi c'est la meilleure des situations par rapport à cette situation-là. Par exemple, je ne dis rien par rapport à une personne qui est en face de moi n'arrête pas de m'agresser, moi je ne dis rien parce que je considère qu'à mon autre, c'est le meilleur des moyens pour pouvoir calmer la situation. Alors que ce n'est pas forcément cette situation-là, puisque le mutisme d'une personne fait que l'autre personne qui est en face, qui a plutôt tendance à exprimer son émotion de façon avec beaucoup de force et beaucoup de véhémence, aurait plutôt tendance à monter encore plus dans les tours face au mutisme de certaines personnes. Donc du coup, souvent, d'accord, et quand elles sont verbalisées, souvent quand on revient sur le schéma et sur les actions que les différentes personnes font au quotidien, elles sont toujours animées d'une intention positive. Jamais il y a une volonté de se dire, moi je fais ça parce que volontairement, je veux faire du mal à la personne et je veux être en mesure de pouvoir envenimer la situation. C'est très très rare d'avoir cette situation-là. Et donc ça va être très important pour le médiateur de revenir sur cette volonté d'intention positive. Donc entre guillemets, pour rationaliser les débats, de revenir entre guillemets sur la volonté de chacun des protagonistes d'être dans une démarche positive. Alors, l'auto-renforcement des émotions, d'accord? Les émotions négatives, donc les colères, la tristesse, la rancœur, enfin tout ce qu'il peut y avoir, tout ce qui a pu être mis en avant sur ce côté-là, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, elles fonctionnent à la matière d'un cycle, d'accord? Il y a toujours un cycle, comme on a vu la vague tout à l'heure sur la partie émotionnelle, il y a toujours cet événement déclencheur à la base qui survient, d'accord? Donc c'est le premier stimulus, donc une agression, un malentendu. J'arrive le matin, je dis pas bonjour à l'autre personne, ou elle me croise dans le couloir, elle me regarde pas, ou elle doit me donner tel papier, elle me le donne jamais en temps et en heure. Enfin, il y a toujours un stimulus à un moment ou à un autre qui intervient, une première action par rapport à ce côté-là. Après, il y a tout ce mécanisme, entre guillemets, d'interprétation de l'information. C'est-à-dire, on va essayer
de donner du sens à l'interface, et on rentre dans un mécanisme d'interprétation. Voilà. Et c'est là, à un moment donné, que les distorsions, elles se manifestent. Donc c'est là, à un moment donné, qu'on va toucher à ses valeurs, à sa façon de voir les choses, et c'est à ce moment-là que l'émotion va commencer à prendre de l'importance par rapport à ça, puisque la distorsion va entraîner automatiquement l'émotion forte. Elle ne me dit pas bonjour, elle ne me respecte pas. Moi, je suis quelqu'un à un moment donné qui dit bonjour à tout le monde. Donc, si elle ne me dit pas bonjour à un moment donné, ça veut dire qu'elle ne me respecte pas. Ce n'est pas en lien avec mes valeurs personnelles. Donc, du coup, de mon dialogue interne, je vais entretenir mon émotion et mon émotion va prendre de l'ampleur par rapport à ce côté-là. Donc, du coup, d'un tout petit stimulus qui est souvent bénin, d'ailleurs. Souvent, quand on rencontre les DRH ou les commanditaires, ils vont nous dire, voilà, c'est parti, ils étaient tous les deux à telle soirée d'entreprise et ils sont commencés à se disputer et depuis, ils ne s'entendent plus. Et en fait, souvent, le stimulus est minime, on va dire. C'est-à-dire que par rapport à l'importance et à la prise de place que peut avoir le conflit au sein de l'entreprise, le stimulus est vraiment tout petit, on va dire, à la base. Mais ce qu'il faut savoir, c'est souvent une accumulation de stimulus. C'est-à-dire qu'il peut y avoir à un moment ou à un autre d'autres petits éléments, d'accord, qui ont fait qu'à un moment ou à un autre, la situation s'est vraiment dégradée aussi avec le temps. Voilà. Donc, du coup, le mécanisme d'interprétation qui vient évidemment par rapport à ça, donc l'interprétation qui fait qu'à un moment ou à un autre, l'émotion prend de plus en plus d'importance, puisque ça passe par son filtre personnel, d'accord. Et puis, les événements à un moment ou à un autre qui suivent le cours de la situation, d'accord, et qui vont faire uniquement que nourrir les émotions, puisqu'on se doute bien que même si on part dans une volonté positive, d'accord, une personne qui ne dit pas bonjour à une autre, donc qui la choque dans ses valeurs, l'autre personne va évidemment avoir une réaction par rapport à ça, puisqu'elle va se sentir choquée, elle va se sentir trahie, non considérée, etc. Et donc, du coup, ça va occasionner, je dirais de façon naturelle, entraîner, on va dire, une sorte d'évolution de la situation qui va jamais dans une situation d'amélioration. Rarement, ça va plutôt dans une situation, à un moment ou à un autre, de cycle, ce qu'on va appeler un cycle destructeur. Voilà. Donc, les événements, à un moment ou à un autre, sont une manifestation visible, d'accord? Mais il faut prendre en considération tous les éléments qu'il y a pu avoir auparavant, justement, pour pouvoir gérer la situation. Et ça va être le but aussi du médiateur, de se remettre dans un schéma temporel, donc de revenir sur une situation très ancienne, on va dire, de la relation qu'il peut y avoir entre les protagonistes. Souvent, d'ailleurs, le médiateur va refaire ce qu'on appelle la biographie, on va dire, de chacun des acteurs et va reprendre d'où on en est, comment on a commencé à nourrir une relation avec l'autre personne et quand est-ce que vous êtes rentré dans l'entreprise, quelle relation vous aviez au tout début. Enfin, on va revenir vraiment aux prémices, on va dire, pour pouvoir dérouler un petit peu ce livre. Et c'est là où on s'aperçoit qu'effectivement, il y a eu un stimulus déclencheur, mais il y a tout un ensemble d'éléments qui sont rentrés en ligne de compte. Voilà. Donc, le conflit, de toute façon, le conflit non réglé s'inscrit quasiment systématiquement dans un cycle destructeur. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, le cycle destructeur, c'est un mécanisme, entre guillemets, sur lequel la situation est lancée et donc, du coup, la boule déroule la pente. C'est qu'à un moment ou à un autre, on va toujours entraîner une situation qui amènera sur une action particulière, qui sera peut-être une réaction de fuite, de démission, de licenciement, de clash éventuel, etc., mais qui amènera généralement pas une situation qui sera positive. Ça, c'est rare sur ce côté. Alors, le mécanisme d'interprétation. L'interprétation, donc, comment on peut définir l'interprétation, c'est la traduction de la pensée de l'autre et de ses intentions. Donc, en fait, le mécanisme d'interprétation, comme son nom l'indique, l'interprétation, c'est passer par son filtre personnel, par son propre système de référence, son propre système de valeurs. Et c'est ce qui est compliqué en matière de médiation, c'est-à-dire d'être en mesure de comprendre le mode d'interprétation de la personne à proprement parler. C'est-à-dire qu'on a certaines personnes sur lesquelles ne pas se dire bonjour le matin, ça ne fera pas d'effet parce qu'il n'y aura pas d'incidence, parce qu'ils sont habitués à ce mode de fonctionnement ou parce que ça ne trahit pas leurs valeurs. Et on a des personnes sur lesquelles cet élément-là fait vraiment les chocs dans leur mode de fonctionnement et dans leurs valeurs personnelles. Et là, pour le coup, l'émotion va être grandissante d'un point de vue négatif. Et ça, c'est vraiment le rôle du médiateur que de travailler sur ce mécanisme d'interprétation, d'accord, qui va être, on va dire, la base des différents entretiens de médiation que le médiateur va mettre en ligne avec les protagonistes. Alors, le médiateur en lui-même, qui c'est? Donc, souvent, il y a 3 règles. Donc, neutralité, impartialité, indépendance. C'est souvent l'élément. C'est pour ça que je vous dis, le médiateur qui vient au sein même de l'entreprise, le DRH qui vient du groupe, voilà.
Alors, c'est une action qui est naturelle de la part de l'entreprise, parce qu'elle essaye de faire quelque chose et elle va essayer de faire avec ses moyens internes. C'est souvent le cas. D'ailleurs, ça coûte moins cher, c'est plus facile. Et puis, on va dire que bon, bah voilà, le DRH, il est au siège, il connaît moins les personnes. Donc, du coup, voilà, c'est souvent cette démarche-là qui est utilisée. Ce n'est pas forcément la situation qui permet de répondre à ces 3 règles de neutralité, d'impartialité et d'indépendance. C'est ça qui deviendra compliqué parce que, avant même de pouvoir régler sur une situation de médiation, il faut que les protagonistes sentent une certaine légitimité de la part du médiateur, et cette légitimité qui ne doit pas forcément être en lien avec le positionnement hiérarchique qu'on peut avoir dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'on doit reconnaître comme légitimité plutôt par rapport à la façon dont on peut formuler les informations, la façon dont on peut ressortir les émotions de la personne. La légitimité doit s'acquérir par rapport à ça, et pas forcément par rapport à un rôle, en disant « je suis DRH, donc je suis légitime pour pouvoir régler le problème auprès de vous ». C'est pas réellement comme ça que ça se passe. Le cœur d'activité du médiateur, c'est la conduite d'entretien. Généralement, d'ailleurs, un médiateur, enfin, c'est rarement quelqu'un, moi du moins, des actions de médiation et tout ce qui a pu être entrepris, je vois mal de médiateurs juniors. Hein, c'est souvent des gens qui ont une bonne pratique des entretiens, d'accord, d'entretien d'aide à la décision, d'accord, et souvent l'action de médiation vient, on va dire, de cet élément-là. Alors, ça ne veut pas dire que c'est que des seniors au niveau de la médiation, mais ça veut dire souvent que ce sont des gens qui sont très habitués à la conduite d'entretien et à l'appréhension et à la captation des différentes motivations et des schémas d'interprétation, on va dire, des différents protagonistes. Donc, il va mener les entretiens entre les différentes parties, d'accord? Alors, qui sont évidemment libres de participer à cette action de médiation. Je vous disais tout à l'heure comme quoi c'est le rôle de l'entreprise que de réinscrire les règles et de leur dire comme quoi il est important, comme quoi les personnes qui font partie du conflit doivent être présentes à cette action de médiation. Bien évidemment, vous vous doutez bien qu'il doit quand même y avoir, et c'est souvent le médiateur va travailler sur cette action un peu d'adhésion, d'accord, de délier les langues, d'être en mesure de, c'est-à-dire que le protagoniste qui va venir, le protagoniste du conflit, va venir avec cette idée en se disant je suis obligé de venir à cette action, et ça va être au médiateur d'essayer de le faire adhérer et de trouver comme quoi, eh ben, il va revenir dans une situation positive, de se dire bah, le conflit, vous le vivez également mal vous-même, et le but, ça va être de revenir sur une situation positive. Donc du coup, mais bien évidemment, la personne doit être libre par rapport aux expressions et de ce qu'elle doit exprimer, et on ne peut pas couper par rapport à cette liberté. Donc même si l'entreprise lui impose une démarche de médiation, il doit quand même ressentir cette situation de liberté, parce que sinon, bah, il s'enfermera dans un mécanisme et il aura du mal à pouvoir travailler également sur son schéma émotionnel. D'accord ? Il doit favoriser l'échange de nouvelles conditions relationnelles. D'accord ? Donc, il y a toujours une phase, on va le voir tout à l'heure sur l'action de médiation, mais il y a une phase sur laquelle on va travailler avec chacun des protagonistes, mais le but, ça va être de les rassembler après. Donc, du coup, le but, et d'ailleurs la commande qui va être faite à proprement parler, ça va être de travailler sur de nouvelles conditions relationnelles. Ça veut dire que l'action, et j'ai souvent cette question de la part des RH qui vont me dire, bah voilà, on veut mettre une action de médiation pour que demain, il y ait une relation amicale entre elles-mêmes, etc. Ça ne va pas être le but de la médiation. Ça ne va pas être le but, à un moment donné, demain, de les faire partir en vacances ensemble ou qu'elles soient copains-copines, etc. C'est rarement cette situation-là dans une action de médiation. Par contre, le but, ça va être de les ramener sur quelque chose déjà de moins émotionnel, d'accord, donc de plus factuel, et de revenir sur un petit peu un genre d'entente sur ce qu'on attend de la relation, on va dire. Donc, en gros, un genre d'accord, on va dire, sur la relation entre les différents protagonistes. Et donc, ça va être le but du médiateur de travailler sur un petit peu cet accord de la relation. Et il maintient les conditions incitant les personnes à rechercher ensemble des solutions, hein, parce que le but, c'est qu'évidemment, les solutions viennent des différents protagonistes. Hein, c'est eux qui vont émettre l'ensemble de leurs solutions, et c'est le médiateur qui va travailler avec eux sur les différents types de solutions que chacun pourrait mettre en œuvre. Et ils vont évidemment encourager à penser autrement. Ça va être le but de lutter contre son idée première, hein, qui n'est pas forcément une situation facile, de se dire, bah, il réagit comme ça, donc ça veut dire qu'il est comme ça. Et ben, le médiateur va évidemment travailler sur ce côté de, bah non, il va essayer d'amener chacun des protagonistes à faire preuve d'empathie et à chacun de se mettre dans le schéma émotionnel de l'autre. Alors, je vous parlais de neutralité tout à l'heure, neutralité, impartialité. La neutralité, c'est évidemment Pardon, oui. Oui, juste une question avant que vous passiez à la slide d'après. Une question, savoir si vous pouvez nous dire si le harcèlement est une situation de conflit. Oui, oui, clairement. Clairement, le harcèlement. Alors, le harcèlement, c'est une situation, ça va être vu comme un stimulus, on va dire à la base. C'est-à-dire qu'en gros, quand on arrive dans la situation, on va dire, bah voilà, il y a un sentiment d'harcèlement,
ou une preuve d'harcèlement. Donc, et souvent, le mot ne va pas être dit comme ça. C'est-à-dire que souvent, la personne va essayer de le verbaliser en disant oui, il est toujours sur mon dos, il n'arrête pas d'utiliser telle forme avec moi de communication. Enfin, et souvent, c'est rare de dire c'est très rare que la personne dise je me sens harcelé. C'est très rare. Souvent, elle va le dire au bout du deuxième ou troisième entretien, quand on va commencer à le forcer à verbaliser les choses. Par contre, le harcèlement est un des stimulus. D'accord, c'est un des stimulus qui, à un moment ou à un autre, fait que. Hein, c'est-à-dire, et c'est souvent d'ailleurs observé de la part de l'extérieur, sur lequel comment les membres du CSE ou autres vont revenir vers le DRH ou le manager en disant bah tiens, là clairement, Monsieur X, il harcèle Monsieur Y. Hein. Enfin, clairement, c'est souvent observé de la part de l'extérieur, mais c'est souvent un stimulus, on va dire, la partie harcèlement. Alors, j'en viens sur ce côté, donc neutralité et d'impartialité. La neutralité, donc effectivement, le but, c'est de ne pas s'impliquer, d'accord, de ne pas se laisser contaminer par rapport à l'émotion de l'autre. Ça, c'est très compliqué à travailler sur soi hein, par rapport à l'action de médiation, mais c'est également super intéressant en matière d'approche et d'accompagnement. C'est-à-dire d'avoir cette sorte de distance qu'on peut avoir, mais pas d'indifférence. Donc, c'est être en mesure de se dire, je comprends la situation émotionnelle, mais par contre, je ne la valide pas, d'accord. On n'est pas là pour dire, vous avez raison, d'accord, etc. On n'est pas là pour donner son avis ou se positionner. Parce que même si on est dans son fort intérieur, parce qu'on est des êtres humains en tant que médiateurs, et on peut être convaincu comme quoi telle personne est plus dans le vrai que telle autre personne, c'est normal, on peut avoir ce sentiment-là. Pour autant, le médiateur doit se forcer à un moment ou à un autre à ne pas se positionner, à ne pas donner son avis par rapport à ça, et à ne pas proposer de solution en disant oui, Monsieur X, vous abusez par rapport à Monsieur Y, hein, ça c'est pas normal, etc. On ne doit pas pouvoir se positionner par rapport à ce côté-là. Sinon, on va casser le mécanisme de médiation et on va créer, on va dire, une distorsion dans les échanges entre les différentes parties qui va faire qu'on n'atteindra pas le but final. Donc ça, la neutralité, c'est un point important. L'impartialité, bien évidemment, hein, donc ne pas avoir de communauté d'intérêt avec l'une des parties ou l'autre des parties. C'est pour ça que je vous dis, c'est très important que le médiateur soit souvent une partie externe. Hein, donc alors, surtout quand on est dans un rapport, dans le cadre d'un rapport hiérarchique, sinon l'un des protagonistes va se mettre dans la brèche du genre un manager qui a un conflit avec un de ses collaborateurs, et puis la DRH, la DRH, on va dire, pas la DRH, la direction des ressources humaines, hein, ou le représentant de la direction des ressources humaines, qui va intervenir dans le conflit, et donc en respectant la ligne hiérarchique, le collaborateur va se dire, bah oui, évidemment, la DRH va intervenir, mais ça va être toujours dans l'intérêt de mon manager. Donc ça, c'est pour ça que la communauté d'intérêt est très, très compliquée par rapport à ce côté-là. Il faut être en mesure, à un moment ou à un autre, de ne pas être partie prenante. C'est-à-dire que l'impartialité est très, très importante et elle vient souvent de ce rapport et de ce positionnement extérieur. Hein, voilà. Être juste et équitable dans toute la démarche, par exemple, le médiateur va porter attention sur son action de médiation à respecter le temps, respecter la qualité d'écoute, respecter le temps de parole de chacun, la forme de parole de chacun. Enfin, même si des fois, comme je vous le dis, le médiateur a le sentiment comme quoi les propos qui peuvent être développés par l'un ou l'autre des protagonistes n'est pas cohérent, manque de sens, etc., etc. Il doit quand même pour autant laisser cette démarche et remettre les différents protagonistes sur une notion d'équité. Voilà. Et puis, considérer comme quoi, en termes d'impartialité, le médiateur est là, autant pour l'un qu'il est là pour l'autre. Hein, le but, c'est effectivement d'arriver sur une situation commune d'intérêt convergent. Et l'indépendance, donc, alors, l'indépendance, c'est-à-dire qu'on ne doit pas être dépendant. Certes, le médiateur, il est payé par l'entreprise, d'accord, donc il a une action, une prestation à proprement parler. Par contre, il ne doit pas être dépendant, et d'ailleurs, c'est ce qu'on précise systématiquement auprès de l'entreprise. Il n'y a pas d'engagement de résultat hein, sur ce côté-là. Une action de médiation, on ne peut pas se dire, ben voilà, au bout de 6 mois de temps, on va considérer comme quoi si demain ils se redisent bonjour, l'action de médiation, c'est positif ou pas. Bien évidemment, le médiateur, lui, va se valoriser du succès, ce qui est normal. Il va montrer comme quoi il est crédible dans sa fonction de médiateur, il est compétent dans son rôle de médiateur. Donc, il y a un rôle induit, on va dire, par rapport à ce côté-là. Mais c'est ce qu'on va préciser tout de suite au commanditaire en disant on va intervenir, on met notre obligation de moyens en place, hein, c'est-à-dire qu'on va être là pour pouvoir travailler par rapport à la situation de médiation, mais on n'est pas sûr du débouché qu'il peut y avoir derrière. C'est ça qui est important hein, sur ce côté-là, c'est de ne pas croire comme quoi la médiation est le remède à toutes les situations et à tous les conflits qu'on peut avoir sur ce côté-là. Il est vrai que le médiateur va essayer de mettre tous les moyens en conséquence pour, mais on ne peut pas vendre une situation clé en main par rapport à ce côté-là, comme c'est le même cas par rapport au coaching ou à toutes les autres démarches d'accompagnement. Donc voilà, ça c'est les 3 principes que doit respecter le médiateur.
l'indépendance, l'impartialité et la neutralité. C'est les 3 éléments sur lesquels c'est un peu la charte de fonctionnement, on va dire, du bon médiateur et les règles qu'il va s'imposer et d'ailleurs qu'il va dire à chacun des protagonistes à l'entrée, à son introduction, on va dire, d'échange avec les protagonistes, il va rappeler ces règles de fonctionnement et il va rappeler ces 3 grands principes qu'il va évidemment après expliquer et matérialiser auprès de chacun. Alors, les règles de communication par rapport au médiateur. Effectivement, les parties vont s'engager durant la médiation. Et donc, là, le rôle du médiateur va être également de faire respecter les règles par rapport à chacun. L'écoute, déjà, premièrement. Donc, être attentif jusqu'au bout, sans interrompre, sans chercher à contrer. Ça va être très compliqué parce que comme on est dans un mécanisme émotionnel, évidemment, on va avoir tendance à toujours vouloir interagir et réagir. C'est pour ça que dans une action de médiation, je vais vous le montrer juste auparavant pour savoir comment ça s'organise une action de médiation, mais c'est pour ça que souvent on commence par des rencontres individuelles avec chacun des protagonistes et dans un deuxième temps, on fait des rencontres groupées. Mais c'est dans un deuxième temps. Le but, il est effectivement que chacun puisse extérioriser tout ce que lui peut ressentir, tout ce que lui peut avoir comme émotion par rapport à ce côté-là. Et c'est une fois qu'on s'est extériorisé par rapport à ça qu'on peut être dans une situation beaucoup plus propice à la démarche d'écoute et pas avoir la volonté de s'inscrire dans un débat qui devient souvent un débat, quand on reste dans son schéma émotionnel, un débat qui vient sans sens parce que finalement on pense avoir raison et chacun des 2 parties pense avoir raison. Donc du coup, le principe du médiateur, ça va être de se dire, on met en place un système d'écoute sur lequel, OK, vous n'êtes pas d'accord, mais pour le moment, vous ne dites rien. Voilà, pour le moment, vous ne dites rien, on vous laisse un temps de parole, vous vous exprimez, pour le moment, vous n'intervenez pas, vous interviendrez simplement après. Donc, du coup, souvent, le médiateur vient en tant que débatteur. Il est là pour, entre guillemets, inscrire les règles d'un débat entre les différentes personnes. Mais ça, c'est un cadre qui est également important. Il doit être empathique, mais il doit être également, à un moment ou à un autre, il doit être le garant de règles de l'appréciation d'elle-même. Le respect, donc ça, bien évidemment, le respect, toutes les sortes d'irrespect au sein de la médiation sont à proscrire. Alors, encore une fois, il y a plusieurs courants de médiation. Il y a des médiateurs qui vont vous dire, oui, il est important que les gens puissent s'extérioriser, puissent insulter si c'est ce qu'ils ont sur le cœur, il faut, etc. Moi, je ne suis pas parti, enfin, je considère comme quoi il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à ces extrêmes pour être en mesure de pouvoir prouver son énervement ou n'importe quoi. Et je pense qu'il est important en tant que médiateur de revenir sur les règles en disant, la règle et des rapports, c'est que tes règles qui doivent être, entre guillemets, sur des comportements de respect mutuel, d'accord, et d'éviter les paroles blessantes, donc d'éviter les insultes, d'éviter les accusations, d'éviter les gestes, d'éviter le non-verbal dévalorisant, du genre je parle, je tourne la tête sur le côté en me disant que ça ne m'intéresse pas, enfin voilà. Et le médiateur va être également là pour pouvoir assurer ce respect, on va dire un peu mutuel, et toujours de venir en interaction par rapport à la personne. C'est-à-dire quand on commence à avoir une personne qui a une moue, une personne qui parle et l'autre qui fait une moue, qui n'est pas d'accord, etc., le médiateur va toujours avoir ce rôle de pouvoir faire intervenir la personne qui fait la moue pour dire, bah alors, vous ne semblez pas être d'accord, voilà, et toujours pour que la personne puisse verbaliser, mais avec des règles de respect mutuel. Ça, c'est un point qui est important sur ce côté-là. Et le respect, bah, comme je vous le dis, c'est pas uniquement que la partie insulte et la partie violence. Le côté respect, c'est également la mimique, l'attitude générale, le type de propos, le vocabulaire utilisé. Ça, c'est un point important sur ce côté. Voilà. Et alors, prenez l'ouverture. Donc ça, c'est plus facile à dire qu'à faire, à proprement parler. Hein. Donc c'est vouloir comprendre, distinguer la compréhension de l'accord. D'accord. Donc ça, c'est également un mécanisme sur lequel le médiateur va également travailler. C'est-à-dire que dans un premier temps, quand chacun va écouter un peu la situation ou le ressenti de l'autre, dans la situation de confrontation, on va dire, quand on regroupe les différentes parties, le but, ça va être à un moment ou à un autre de dire, attendez, OK, vous n'êtes pas d'accord, mais écoutez les propos de l'autre. Voilà. Essayez de se mettre dans son mécanisme, dans son schéma, etc., pour être en mesure, à terme, entre guillemets, peut-être d'essayer de le comprendre. Évidemment, si vous le dites tout de suite comme ça, en disant, bah voilà, il faut chercher à comprendre l'autre, dès le premier entretien, ce n'est pas vraiment comme ça que ça va se passer. Mais déjà être en mesure de se dire, on va chacun faire preuve d'ouverture et de rappeler cette règle-là, ça va déjà permettre de revenir dans une attitude de coopération et de se dire qu'on a vraiment une volonté de vouloir améliorer la situation. Alors, une action de médiation, ça s'organise comment? Voilà un schéma rapide hein, pour savoir comment on s'organise. Donc, on a une situation conflictuelle. Oui. Je suis désolée, je vous recoupe parce que c'était allez-y. juste avant. Une autre question, on vous demande comment vous mesurez l'écoute, le respect, l'ouverture pendant vos entretiens et si ce n'est pas, selon vous, un jugement.
Alors, non, c'est pas un jugement parce qu'à partir du moment où il y a cette impartialité et sur lequel il y a le respect de chacun, c'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu le temps de parole comme en politique, hein. C'est-à-dire que le médiateur, des fois, il se doit d'être garant et de laisser la place à la parole, comme on pourrait le faire dans un débat politique à droite et à gauche. C'est un peu la même situation sur lequel, bah, voilà, en gros, alors on n'en est pas au chronomètre en main, mais on va laisser la place à l'écoute. Le médiateur va être garant, comme je le rappelle, par rapport aux règles de respect mutuel, d'ouverture, d'écoute, etc. Et il va rappeler ces règles-là. Mais après, donc, chacun va être en mesure de pouvoir exprimer ce qu'il ressent, son émotion, etc., etc. Et le but, ça va être de pouvoir créer, le médiateur va avoir pour but de créer cette situation sur laquelle la personne va se sentir dans une situation relativement confortable pour pouvoir être parlé, parler, on va dire, et être en mesure de pouvoir exprimer ce qu'il ressent. Voilà. Ça, c'est un point qui est important. Donc, non, l'écoute, je ne considère pas que c'est une situation de jugement. Il faut simplement qu'elle se fasse en toute impartialité et en toute neutralité. C'est-à-dire que vraiment, il faut qu'il y ait une totale égalité de traitement qu'il peut y avoir entre les différentes actions. Et ça, c'est par contre, c'est une action qui est très, très compliquée de la part du médiateur. Il faut vraiment prendre sur soi, hein, des fois, notamment par rapport à des propos qui, en tant qu'être humain, peuvent nous choquer ou autre chose. Il n'empêche pour autant qu'il faut l'entendre. Il faut être en mesure de l'entendre et pouvoir proposer cet espace en respectant les règles sur ce côté-là. Donc, non, je ne considère pas que l'écoute, à un moment ou un autre, est une façon de prendre position ou de prendre parti. Au contraire, je vois plutôt comme un élément sur lequel on va respecter chacun dans ses prises de position, dans son ressenti de la situation. Et il est important que l'autre partie puisse être à l'écoute du ressenti de la personne, même si on n'est pas d'accord. Mais il est important qu'il puisse le comprendre. Il y a une... Alors, oui. Juste encore une autre question, pareil, sur la même slide. Savoir si vous posez des questions. Et de ce fait, si vous écoutez sans interrompre quand même. Alors, non, pas écouter sans interrompre, parce que des fois, comme tout ce qui est irrationnel, le débat part des fois dans des tergiversations qui n'ont rien à voir avec le conflit en lui-même, hein. Il arrive souvent que sur des situations de médiation, on en vienne sur le débat politique, le Covid, l'ambiance générale dans l'entreprise, ou d'autres problèmes dans l'entreprise, hein, parce que souvent, quand les deux parties vont se regrouper, elles peuvent se mettre d'accord toutes les deux en disant que c'est un autre problème qui est au sein de la structure, on n'est pas valorisé, on est mal payé, etc. Enfin, souvent sur ce côté-là. Donc du coup, ce qui est compliqué par rapport à l'action de médiation, c'est de trouver la juste limite en se disant on va laisser un temps d'échange et de parole. Par contre, on va éviter que le débat aille sur des considérations qui ne sont pas des considérations qui sont l'objet d'aujourd'hui. Donc ça passe par le filtre du médiateur et c'est au médiateur de juger pour savoir si c'est intéressant ou c'est pas intéressant en matière de débat. Voilà, donc c'est à lui de juger par rapport à ça. Donc il doit bien savoir gérer son écoute. Effectivement, le médiateur doit bien gérer son écoute. Toujours, les trois règles, on va dire, de fonctionnement, c'est vraiment les règles de neutralité, d'impartialité et d'indépendance. C'est vraiment ces trois règles-là qui rentrent en ligne de compte, de manière à ce que les protagonistes ne peuvent pas remettre en cause cette situation-là en disant, je considère qu'il a plus écouté monsieur Untel qui m'a écouté moi. Voilà. C'est une situation, à la fin de l'action de médiation, sur laquelle on ne va pas arriver. Alors que la personne ne se soit pas sentie écoutée, et le médiateur doit apporter des preuves sur le fait comme quoi, à mon note, il a écouté au même temps, à la même intensité, avec le même type de propos. Il doit être en mesure de pouvoir prouver à la fin de son action de médiation comme quoi les deux ont eu la même place dans l'action de médiation. Ça, c'est un point important. Alors, le schéma du processus, hein, pour résumer un petit peu comment ça se passe, donc il y a la situation de conflit, hein, donc tous ces stimulus qu'on a pu voir, l'entretien avec la direction, donc le médiateur, on intervient un peu à cette démarche-là, hein, donc l'entretien avec la direction, on met un peu un diagnostic de la situation, on essaie de voir un peu l'historique du conflit, etc. Donc le médiateur arrive dans cette phase un petit peu de diagnostic, le médiateur externe, d'accord ? On va après, par la suite, donc organiser des réunions de médiation, d'accord, de ce qu'on va appeler des réunions de résolution de problèmes, donc sur lequel on réunit, on va dire, les deux protagonistes, on rappelle les règles, hein, on pose le cadre par rapport à cette situation, les règles que je vous disais, bienséance, respect mutuel, écoute, etc., etc. Voilà, donc on réunit les différentes parties dans un premier entretien sur lequel souvent elles vont plutôt écouter
qu'elles vont parler par rapport à ça. Donc, c'est plus une réunion un peu de cadrage et de reprécision des règles et de comment va se passer l'action de médiation. Après, par la suite, on rencontre individuellement les différents protagonistes. Alors, on met entretien 1, entretien 2. Il peut y avoir, en fonction de la différents types de problèmes et de l'ancrage du conflit, le conflit peut être très ancien et il peut y avoir beaucoup de reproches qui sont faits par les différentes parties. Il peut y avoir 2 ou 3 entretiens individuels. Généralement, 2 entretiens, c'est bien, mais il peut y avoir 2 à 3 entretiens individuels avec chacun des protagonistes. Et ce qui est important de prendre en considération, c'est que s'il y a 3 entretiens avec le protagoniste 1, il faut qu'il y ait 3 entretiens avec le protagoniste 2. Ça, c'est important, justement, dans cette règle d'équité d'apport. Après, par la suite, donc, il y a ces 7 entretiens de médiation, d'accord, donc sur lesquels on va réunir les 2 parties une fois que chacun se sera exprimé individuellement sur son ressenti des situations, et sur lequel, là, le rôle du médiateur, ça va être de faire intervenir chacune des parties, d'accord, sur son ressenti, sur sa façon de voir les choses, et de commencer à créer un simili-débat par rapport à ça. Et l'entretien qui viendra auparavant, les entretiens qui viendront après, ça va être les entretiens de résolution de problèmes sur lesquels le but, ça va être de se dire, bon, on est dans telle situation, qu'est-ce qu'on peut à un moment ou à un autre proposer pour pouvoir endiguer la situation? Parce que lors de l'entretien de médiation, chacune des parties va bien comprendre comme quoi elles sont toutes les 2 perdantes dans cette situation conflictuelle. Même si à un moment ou à un autre, on peut avoir des personnes qui sont au tout début dans une sorte de rejet en disant moi je m'en fiche, la situation elle est comme ça fait des années qu'elle est comme ça, donc je prends sur moi et c'est comme ça. Lors de l'entretien de médiation, on va revenir sur cette notion-là pour montrer comme quoi finalement la personne elle ne s'en fiche pas tant que ça. Et même si elle fait le deuil, souvent ils utilisent ces termes-là en disant j'ai fait le deuil de cette relation. En gros, on a de dire c'est fini, je sais très bien que je ne me retrouverai pas avec cette personne-là, je fais le deuil de la relation. Lors de l'entretien de médiation, on va les ramener en fait dans cette situation en disant que finalement cette situation un peu de repli et de deuil, voilà, ça reste quand même un mécanisme négatif et ça nuit quand même à mon autre à leur productivité, à leur ressenti, à l'ambiance générale du service. Ça va être de les ramener, on va dire, par rapport à ce côté-là. Donc du coup, naturellement, même pour ceux qui vont se dire j'ai accepté la situation au fur et à mesure du temps, j'ai accepté la situation, on va quand même les remettre dans un mécanisme de résolution de problème, même si pour eux, ils vont considérer comme quoi il n'y a plus de problème. Voilà, on va les remettre quand même dans cette situation, et c'est assez facile. Finalement, quand on s'aperçoit bien et quand on écoute les gens, ils s'aperçoivent bien comme quoi effectivement la situation pourrait être améliorable et qu'à un moment ou à un autre, on peut partir dans un mécanisme de résolution de problème. Voilà. Alors, il peut y avoir plusieurs situations, d'accord, plusieurs séances de travail. C'est pour ça que c'est très difficile de dire ça se passe en 1, 2 ou 3 entretiens. C'est très compliqué à voir sur ce côté-là. Généralement, il y a la réunion de résolution de problèmes où on va apporter, on va poser le cadre. C'est généralement une réunion. Les entretiens individuels, je vous dis, c'est 2 à 3 entretiens, d'accord. L'entretien de médiation, c'est un seul entretien. Par contre, les entretiens de résolution de problème, il peut y avoir 3, 4, 5 entretiens de résolution de problème en fonction de l'importance du problème, de tout ce qu'il peut y avoir à prendre en considération, etc. Voilà, il peut y avoir plusieurs éléments par rapport à ça. Alors, par contre, ce qui est important, c'est que dans les entretiens de résolution de problème, il ne faut pas oublier qu'on est toujours dans ce système de neutralité. Et donc, on ne peut pas faire intervenir un manager ou un partenaire externe, un DRH ou autre chose, dans les entretiens de résolution de problème. Il faut que ce soit des résolutions de problème qui soient propres aux 2 protagonistes. Sinon, ça cassera complètement la relation. On l'a déjà vécu avec des entreprises qui, des fois, imposaient à ce que le DRH puisse venir en entretien final de médiation pour s'assurer que tout s'est bien passé, etc., etc. Et finalement, ça a plus été destructeur que constructeur par rapport à ce côté-là. Donc, du coup, il faut vraiment que le mécanisme de résolution vienne de la part des différents protagonistes. Voilà un petit peu pour rappeler. Alors, en termes de temporalité, ça peut durer assez longtemps. Ça peut durer entre le moment où on va poser le diagnostic et le moment où on va rentrer sur un mécanisme de résolution de problème. Ça peut durer 4-5 mois par rapport à ce côté-là. Et il est bon d'ailleurs, chacun des entretiens, de les espacer plutôt dans le temps, parce que le temps va permettre aussi à un moment ou à un autre de pouvoir réfléchir hors entretien, peut-être d'enrichir ses propos, de se remémorer, on va dire, des situations passées. Donc, j'aurais tendance à dire, il n'y a pas de temps limite. Résoudre une situation en 1 semaine de temps, par contre, ça ne se fait pas. C'est pas comme ça que ça se passe. Par contre, ça peut durer effectivement 3, 4, 5 mois en termes de résolution. On peut être donc, sur un temps plutôt à moyen terme par rapport à la résolution du conflit.
Alors, les outils que va utiliser le médiateur, hein, donc évidemment, comme dans tout entretien à proprement parler, il y a l'outil de la reformulation. Donc ça, le médiateur va être beaucoup dans le mécanisme de reformulation, qui va avoir plusieurs intérêts, hein, et pour le médiateur, mais également pour les différents protagonistes. Pour le médiateur, ça va vraiment lui permettre de pouvoir valider sa perception et de bien vérifier comme quoi il a compris la situation, hein, parce que il faut pas qu'il passe aussi par un schéma trop interprétatif. Donc du coup, la reformulation va vraiment bien permettre de bien mettre le curseur par rapport à la situation. Évidemment, de travailler sur ce mécanisme d'empathie, de se mettre à la place de l'interlocuteur, hein, donc, ce qui va évidemment écarter la tentation de porter un jugement personnel, hein. Ça, c'est un point, un travail que peut avoir à faire le médiateur par rapport à ça. De montrer également cette situation de formulation comme quoi il écoute et qu'il est attentif par rapport aux propos du protagoniste, hein, que le protagoniste se sent écouté. Ça, c'est un point qui est très important, c'est le sentiment et le ressentiment qu'il est écouté. D'ailleurs, c'est la première des choses, même quand la résolution de conflit est plus compliquée à mettre en œuvre, etc., mais c'est vraiment le premier avantage sur lequel que les différentes parties prenantes vont exprimer à la fin de l'action de médiation, c'est dire je me suis senti écouté, ça fait du bien de se sentir écouté. Voilà. Même si le DRH, le manager, etc., a passé de longs entretiens avec chacune des parties auparavant, le fait, entre guillemets, d'être dans cette mécanisme de reformulation et plutôt d'empathie avec chacun des interlocuteurs, généralement, auprès du médiateur, ils reconnaissent cet avantage d'avoir eu l'avantage de pouvoir être écouté et de pouvoir intervenir par rapport à ce qu'elles pouvaient ressentir. Voilà. Et puis, c'est stimuler aussi les échanges, d'accord, de manière non directive, d'accord, mais c'est d'être en mesure, à un moment donné, de stimuler les choses, de relancer le débat, parce que ce qui est très compliqué dans une action de médiation, ça va être aussi les personnes qui vont rester chacun sur leur ligne, d'accord, et chacun avec leur vision de voir les choses. Et donc, le mécanisme de reformulation va permettre à chaque fois de pouvoir relancer le débat, de pouvoir relancer une dimension et d'être en mesure de pouvoir stimuler à un moment ou un autre les échanges qu'il va pouvoir y avoir entre chacun. Parce qu'à partir du moment où chaque personne reste sur sa voie et n'a pas envie d'aller sur la voie de l'autre, effectivement, on arrive sur une situation en fait, de voie sans issue dans chacune des côtés. Donc il y a un côté intéressant pour la partie du médiateur, mais il y a également un côté intéressant pour les parties en elles-mêmes, puisque comme de l'autre côté, effectivement, les protagonistes se sont écoutés, hein, donc ça, il y a un côté positif. À partir du moment où ils se sentent compris, acceptés, non jugés dans leur ressentiment, ça va les inciter naturellement à pouvoir en parler, à pouvoir se livrer, on va dire, beaucoup plus par rapport à ce côté-là, et donc à faire preuve de transparence. Voilà. Ça permet aussi d'éviter tous les éclaircissements, les malentendus. Il y a beaucoup de conflits, par exemple, sur lesquels on est sur un mécanisme d'interprétation binaire, et sur lesquels chacun va s'exprimer par rapport à ça, et des fois, il y a certains protagonistes qui disent écoute, voilà, qui le reconnaissent même dans l'entretien, le premier entretien de médiation, et qui vont reconnaître en disant oui, effectivement, je suis désolé, je ne pensais pas que tu voyais les choses de cette façon-là, etc. Donc, ça permet aussi à un moment ou à un autre de peut-être nuancer ses propos ou de commencer déjà à rentrer dans le schéma interprétatif de l'autre de par la reformulation des informations qu'on peut donner. Voilà. Et puis, ça aide aussi à mieux comprendre la situation. Reformuler, c'est être en mesure d'utiliser un autre vocabulaire que le vocabulaire. Voilà. Ça permet aussi de commencer à mettre des mots sur son ressenti, de prendre de la distance également par rapport à ça, hein, puisque on passe par un mécanisme cognitif, hein, donc c'est-à-dire qu'on va essayer de faire prendre conscience d'eux, hein, le mécanisme de reformulation, ça va permettre aussi de commencer à mettre de la conscience dans ce qu'on ressent, hein, par rapport à ça, et puis donc évidemment approfondir sa réflexion. Donc du coup, le mécanisme de reformulation, c'est très très important et c'est un outil que le médiateur va utiliser assez fréquemment dans le cadre de ses différents entretiens avec les personnes. Le deuxième mécanisme qui est mis en avant, c'est le mécanisme d'écoute active, d'accord, sur lequel effectivement ce qu'on va appeler l'écoute active, c'est-à-dire être dans l'écoute, mais dans une volonté de trouver une situation et d'aborder, on va dire, pas uniquement d'écouter pour écouter, mais d'être en mesure d'utiliser l'information pour que ça aille dans le bien fondé d'une situation, de l'amélioration d'une situation. Donc, l'écoute active, c'est à la fois assurer une présence, hein, c'est pas être avec un bloc-notes et puis baisser la tête et prendre en note et ne pas réagir, c'est d'être présent dans la situation, c'est de synchroniser, c'est de se synchroniser par rapport à ça, donc c'est de jouer par rapport au silence, de jouer par rapport aux attitudes, aux gestes, aux mimiques de chacun, voilà, c'est de bien synchroniser, bien être en mesure de pouvoir se dire, là j'écoute et là j'interviens, d'accord, hein, donc c'est être en mesure aussi d'intervenir dans le cadre de cette situation d'écoute,
de faire ce mécanisme de reformulation dont on parlait tout à l'heure, mais également ce mécanisme de synthèse. Alors, la synthèse, c'est ce qu'on va appeler la cristallisation en médiation. Donc ça, c'est un mécanisme qui est très important, c'est-à-dire que souvent, à la fin des entretiens de médiation, on fait la synthèse de ce qu'on s'est dit. Voilà, pour être en mesure de se dire, on est d'accord, ça fait 1 heure ou 2 heures qu'on est en train d'échanger sur tel ou tel sujet. Ce qu'on en retient à la fin, c'est cet élément-là, d'accord? Et en fait, on va essayer de ramener les différentes personnes à adhérer à la synthèse finale. Ça va être le but, entre guillemets, du médiateur de travailler sur ce mécanisme-là. Donc voilà les 2 outils, on va dire, qui sont utilisés par le médiateur, hein, les 2 outils qui sont plutôt des pratiques à proprement parler. C'est et le mécanisme de reformulation et le mécanisme d'écoute active, voilà, qui va permettre à un moment ou autre de pouvoir entamer les débats par rapport à cette action. Voilà, j'en ai fini sur ce que je voulais vous dire par rapport à la médiation. Voilà, est-ce que vous avez des questions? Alors, on avait une question en attente d'un participant qui demandait si vous aviez des exemples. Des exemples de quoi? De médiation? Oui. Alors, je vais reprendre la question exacte. Si vous avez déjà géré ou résolu des conflits en entreprise, si oui, quels critères vérifiez-vous et si vous avez des exemples de conflits résolus? Alors, beaucoup, hein. Enfin, quand on s'est lancé, en fait, l'action de médiation, nous, on l'a mis en place il y a un peu plus de 3 ans, où tous nos consultants sont mis sur un cycle de formation sur la médiation. Voilà, donc du coup, effectivement, on est intervenu quand même sur pas mal de résolutions de conflits, hein, donc, parce que ça reste des prestations qui sont quand même assez demandées, hein, sur ce côté-là, parce que c'est inhérent à la relation humaine, hein. Donc du coup, le conflit, on le rencontre dans toutes les entreprises, à des échelons divers et variés, mais à partir du moment où on fait travailler des gens ensemble, il n'est pas rare d'avoir des situations conflictuelles, hein. Je pense qu'on a tous les exemples devant les yeux. Alors, des exemples de conflits, oui, il y en a pas mal sur lesquels on a pu intervenir. Ça peut être autant des conflits d'ordre hiérarchique, hein, un collaborateur avec son manager direct, entre 2 collaborateurs en direct. Ça peut être des conflits, on va dire, d'ordre professionnel. Souvent, les conflits qui sont souvent évoqués, on ne se sent pas valorisé dans le rapport avec l'autre. Donc, je vous disais, il ne dit pas bonjour, il ne me parle pas, il me met à part, il ne m'inclut pas dans les projets. Voilà, donc c'est souvent ça qui est verbalisé. Les situations conflictuelles, les emportements de chacun, des emportements qui font qu'à un moment ou un autre, du coup, des propos malheureux, des phrases maladroites, des mauvaises interprétations également des jugements de la part de certaines personnes adaptées, des problèmes personnels également, donc des situations sur lesquelles un conflit au travail vient également d'une situation personnelle, par exemple des collègues qui sont amis et il y a une situation amicale qui s'est détériorée et qui fait qu'il y a un impact sur la situation professionnelle. Ça nous est également arrivé de travailler dessus. Voilà, enfin, il y en existe beaucoup, hein. Enfin, aujourd'hui, je pense qu'on doit faire, je sais pas, on doit en être, je pourrais même pas les compter parce qu'il y a beaucoup de résolutions de conflits qui n'ont pas entraîné une action de médiation pure et dure formalisée, et je pense qu'on doit en être à une bonne cinquantaine, hein, aujourd'hui de différents conflits ou situations qui ont pu être rencontrées. Alors après, les situations et les améliorations, alors souvent, il y a quand même une amélioration, hein, par rapport à ça. C'est-à-dire que la situation finale, et je le précise, à chacun des commanditaires, quand on commence à travailler sur une action de médiation, le but, il n'est pas à un moment ou à un autre d'arriver sur une situation idyllique sur laquelle, voilà, parce que on est quand même dans un rapport conflictuel, et déjà de remettre les gens sur une position d'écoute, de compréhension mutuelle et de volonté de s'inscrire dans un cycle positif, mais un cycle positif, pas chacun dans son sens, un peu concerté. Déjà, ça, c'est un super résultat. C'est déjà arrivé sur déjà quelque chose de très bien. Donc oui, sur les différentes actions de médiation, dans la grande partie, ça a amélioré la situation. Ça a amélioré la situation parce qu'on a laissé du temps de parole aux gens, parce qu'on les a pris en considération, parce qu'ils se sont sentis écoutés, donc du coup, effectivement, ça a participé à plutôt un mécanisme d'ordre positif. Voilà. Par contre, il y a également des actions et des conflits qui ont repris après.
d'autres situations ou d'autres stimulus qui se sont déclenchés après l'action de médiation et qui ont réengagé encore un autre conflit ou une autre source de conflit. Ou alors le conflit s'est détourné. C'est déjà arrivé également, sur lequel on accompagne des personnes et les personnes finalement vont un peu se mettre d'accord par rapport à ça, mais elles vont se remettre en situation conflictuelle avec d'autres personnes au sein de l'entreprise. Voilà, d'autres personnes, d'autres équipes ou autre chose par rapport à ce côté-là. C'est effectivement arrivé sur ce côté-là. Mais d'ordre général, il y a plutôt un impact positif sur l'action de médiation. Je n'ai pas de statistiques en tête parce que c'est très compliqué de pouvoir. Je vous dis, on est vraiment sur une obligation de moyens et pas une obligation de résultat. Mais dans 2 tiers des cas, on a le retour du RH ou du manager qui dit bah ouais, ça s'est profondément amélioré. On est quand même dans une ambiance qui est plus saine. Enfin, dans 2 tiers des cas, on a des RH ou des clients qui vont manifester plutôt un côté positif de l'action. On a une autre question en attente. Alors, même si effectivement vous nous avez expliqué qu'il était préférable de prendre une personne extérieure à l'établissement, pour les grands axes que vous nous avez expliqués, on a une question à savoir si le médiateur peut quand même, malgré tout, être un N+2, voire N+3. La difficulté, en fait, c'est le jugement de chacune des parties prenantes. C'est-à-dire que, en fait, c'est la règle des 3, c'est-à-dire c'est la règle que je vous ai précisée tout à l'heure. Souvent, l'entreprise en fait le met en place, ce mécanisme-là naturel, avant de passer par d'occasionner de l'argent et d'investir sur un médiateur qui va essayer de travailler sur ce côté-là. Souvent, on passe par la phase interne de se dire bon ben voilà, on va prendre un protagoniste qui est de l'ordre hiérarchique, etc., etc. Alors, c'est possible, d'accord. Il faut vraiment que le responsable hiérarchique s'inscrive dans cette procédure de médiation. Et ça va être très compliqué pour lui de juger contre l'a priori que peut avoir chacune des parties, parce qu'on va le voir un peu comme le hiérarchique qui vient du siège. Donc, ça va être vraiment très, très compliqué de se faire passer pour quelqu'un d'externe par rapport à l'entreprise. Donc, vous dire que c'est impossible, non. Vous dire que ça peut des fois améliorer la situation, oui, ça peut améliorer la situation, déjà de proposer un temps d'échange, etc., etc. De vous dire que c'est la situation idéale sur la médiation, non. Clairement, de prendre quelqu'un de l'interne, même s'il n'est pas en contact direct avec les protagonistes, ce n'est pas la situation idéale pour le côté médiation par rapport aux règles que je vous ai présentées. Mais c'est une tendance naturelle de par l'entreprise de pouvoir essayer par ce côté-là. Et moi, j'ai tendance à dire, c'est bon à prendre. Tout le temps de communication qui aura pu être passé entre les managers et les protagonistes, etc., dans ce cadre-là, finalement, c'est que du temps, même si on voit que ça n'apporte pas ses fruits, etc., et qu'on passe par une action de médiation externe dans un deuxième temps, on s'aperçoit quand même qu'il y a des choses qui ont été faites par l'entreprise, et finalement, c'est quand même bon à prendre, cette démarche-là. Donc, j'encourage à le faire en première démarche, en se disant pourquoi pas essayer par cette démarche-là. Par contre, de pas perdurer si à un moment donné on s'aperçoit que ça apporte rien et qu'au contraire ça apporte des mécanismes d'autres types de problèmes ou d'autres types de mécanismes de mécanismes un peu négatifs. Si on s'aperçoit comme quoi, au bout de quelques entretiens, on sent que ça ne prend pas et ça ne fonctionne pas, ce n'est pas forcément de la faute du hiérarchique qui intervient dans cette médiation. Ça peut être la situation ou le ressenti de ce hiérarchique. Dans ces cas-là, effectivement, il vaut mieux passer par une personne externe. C'est beaucoup plus efficace quand même sur ce côté-là. Mais je peux comprendre comme quoi, dans un premier temps, on passe par cette solution interne. C'est la solution la plus facile. Merci. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? À ce moment-là, vous pouvez éventuellement lever la main, comme ça on vous donne la parole au fur et à mesure. Pas de questions particulières? Du coup, je pense qu'on n'a pas de questions. Bon, très bien. Est-ce que vous vouliez préciser quelque chose, Monsieur Mugard? Non, j'espère avoir été assez clair par rapport aux différentes idées. Alors, s'il y a une information à retenir par rapport à ça, c'est que la médiation, ce n'est pas le remède à toutes les situations. Hein. J'ai bien précisé par rapport aux conflits et par rapport aux problèmes. D'accord. Par contre, ça peut faire partie d'un des outils RH, on va dire, inscrits dans une démarche particulière, etc. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que c'est une action qui se popularise. Donc, on commence à sentir comme quoi l'action de médiation prend de plus en plus, du moins attire l'attention de pas mal de dirigeants et de DRH par rapport à ce côté-là. Donc voilà. Alors, on a Pascal Vanni-Gérardin qui a une question, du coup. On vous écoute, Pascal. Il faut réactiver votre micro. Oui, je voulais savoir si les entreprises sollicitaient un médiateur
dans des situations que je vais appeler incompatibilité de fonctionnement entre deux professionnels qui, au fil des années, ont pu nourrir une certaine aigreur, les uns travaillant d'une certaine manière, on va dire des personnes avec un sens du détail exacerbé, d'autres personnes avec une vision plus globale. Et puis, en fait, ces disparités dans la manière de travailler conduisent à ce qu'il y ait des tensions majeures. Et je me demandais, en écoutant votre intervention très intéressante, si les entreprises avaient recours à la médiation pour résoudre ce type de problème. Alors, je vais vous dire honnêtement, Pascal, dans la majeure partie des cas, aujourd'hui, on vient, c'est un stimulus, on va dire, conflit ouvert sur lequel on vient. Dans la plupart des cas, c'est-à-dire que la goutte d'eau a fait déborder le vase. Voilà, on vient dans cette situation-là. Donc, on est rarement dans le cadre d'une situation latente. Par contre, on est sur un mécanisme, entre guillemets, qui a fait que, bah voilà, là on en est au total. C'est souvent, lors d'une réunion, une prise de bec entre les différents acteurs, des mots d'oiseaux qui ont été échangés dans le couloir. En fait, c'est souvent ce stimulus-là qui va faire que l'entreprise va dire, bon, OK, là, il faut vraiment passer par une médiation, il n'y a pas le choix, etc., etc. On est rarement, enfin, j'essaie de réfléchir sur les situations sur lesquelles on a été contacté par l'entreprise. C'est rare qu'on ait une entreprise qui dit, bon, écoutez, ça fait très longtemps que ça dure, ils ne se parlent pas, etc. On est souvent sur un mécanisme d'extériorisation. On est souvent sur un événement qui s'est passé et qui a fait que le DRH a dit, bon, là, il faut faire quelque chose. Il n'y a pas de choix, il faut faire quelque chose. Soit ça, ou soit l'information du CVS, voilà, sur lesquelles le CS a dit, bon, il commence à avoir ras-le-bol de cette situation, il faut que vous fassiez quelque chose par rapport à ça. Voilà, c'est souvent les mécanismes qui ont déclenché les actions de médiation. Mais c'est rare d'avoir quelqu'un en disant, ça fait 10 ans, ils ne se parlent pas, ils pourraient mieux se parler, etc. C'est très rare que le diagnostic posé soit celui-ci. Merci. D'autres questions? Bon, je pense qu'il n'y a plus de questions. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Monsieur Muller? Non, j'ai rien à rajouter. Bon. Et en tout cas, je vous remercie vraiment pour votre intervention, pour ce sujet très, très intéressant et très clair pour ma part. J'espère que ça vous aura tous convenu. Si vous avez des questions, besoin de renseignements ou autres, surtout n'hésitez pas à revenir vers nous par retour de mail ou par téléphone, comme vous voulez. En tout cas, je vous remercie tous pour votre participation. J'espère vous revoir sur d'autres événements que la CCI propose. Et puis, encore une fois, un grand merci à vous, Monsieur Muller, pour cette intervention. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. On vous libère tous. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne continuation.